parce que la façon de compter le travail des femmes, de délimiter ce que l'on nomme travail pour une activité féminine, en dit long sur la façon dont on considère le statut des femmes dans la société. Et le chiffre du travail des femmes n'est pas un chiffre simple. Il n'est pas simple parce que les définitions sont fluctuantes selon les époques. Il n'est pas simple et ce n'est pas une chose nouvelle. Nous avons travaillé avec Monique sur un siècle de travail des femmes en France, donc le XXe siècle, depuis l'an 1901. Nous avons travaillé sur les recensements de la population, les chiffres des recensements de la population, et l'on voyait dans ces grands livres qui contenaient les recensements de la population sur tout le XXe siècle, on voyait que déjà au début du siècle, les statisticiens s'interrogeaient, ils disaient « on ne sait pas comment compter le travail des femmes, on ne sait pas, c'est affaire de représentation ». Et donc c'est la question qu'on s'est posée, oui mais ok, quelles sont ces représentations? Parce qu'au fond, les femmes ont toujours beaucoup travaillé, en France et partout ailleurs d'ailleurs, mais à partir de quand est-ce que l'on considère qu'une activité s'appelle travail et est rémunérée en tant que telle et donc reconnue par la société. Et ça, ce n'est pas évident. Selon les époques, ça a fluctué. Ce regard sur l'activité des femmes a fluctué et il fluctue beaucoup plus sur l'activité professionnelle des femmes que sur celle des hommes. Les chiffres de l'activité professionnelle des hommes sont beaucoup moins matière à question que sur celle des femmes. Celle des femmes, c'est curieux. Et c'est vrai que si l'on a, depuis le début du siècle et même auparavant, des statistiques sexuées de l'activité des hommes et des femmes, c'est bien parce que la question de qu'est-ce que c'est qu'un travail pour une femme a posé question aux statisticiens et aux économistes, et donc on les a séparés, parce que le travail des hommes, on est à peu près sûr de savoir ce que c'est. Le travail des femmes, on ne sait pas trop. Donc, comptons-les à part, et comme ça, on y verra plus clair. Je crois qu'il y a eu ça. On a eu des surprises en faisant ce travail. Tout au long de ces 8 années, parce qu'un siècle de travail des femmes, pour nous, ça a été 8 années de boulot. Hein. Alors, on a eu des surprises. Première surprise, c'est quand même l'extraordinaire constance du travail des femmes en France tout au long du XXe siècle. Les femmes n'ont jamais représenté moins du tiers de la population active quand c'était au plus bas, et aujourd'hui près de la moitié. Donc c'est énorme. Un tiers de la population active, c'était vrai en 1901 et c'était vrai en 1962. Donc il y a eu une très grande constance. Ça, et les femmes constituent une part très très importante des forces de travail dans ce pays et de façon permanente. Alors il y a eu une accélération évidemment à partir des années 60 pour arriver aujourd'hui à plus de 48% de la population active constituée de femmes, mais il y a eu cette grande constance. Et par ailleurs, il y avait une légende, ça c'était vraiment une surprise, qui disait que durant toute la première moitié du XXe siècle, on avait assisté à une baisse, à une diminution de l'activité des femmes en France, ce qu'on appelait la baisse tendancielle de l'activité féminine. Or, en regardant les chiffres de près, et nous sommes repartis des chiffres de chaque époque, nous n'avons pas redéfini. Donc en reprenant les définitions de chaque époque, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un événement en 1954 qui a changé la donne. C'est-à-dire que l'INSEE a décidé de changer la définition de la population active parmi les agriculteurs et les agricultrices. Jusque-là, on considérait que toute personne vivant dans une exploitation agricole et ne déclarant pas une autre profession est agriculteur ou agricultrice. À partir de 1954, on décide que non. Les choses ne sont plus aussi simples et qu'il va falloir se déclarer agriculteur ou agricultrice. Et de ce fait, la population active agricole diminue d'1,2 million personnes, dont 1 million de femmes. Et donc, selon la façon dont on compte les choses, là brusquement, il y a eu, c'était pour les agricultrices 800 000 plus précisément, 800 000 femmes qui étaient agricultrices jusque-là et qui brusquement deviennent des inactives qui regardent passer les trains. Donc là, c'est un changement, et du coup, si vous voulez, en faisant ce changement de définition en 1954, ensuite, les statisticiens ont recalculé l'activité féminine à partir de la nouvelle définition de 1954, c'est-à-dire à la baisse. Donc, ce qui veut dire que le chiffre du travail féminin, durant la première moitié du XXe siècle, a été recalculé à la baisse. Ce faisant, ça change
l'information, la connaissance que l'on a sur le travail des femmes, puisqu'il a été sous-évalué. Mais au-delà, ça change quand même les choses, ça déforme l'histoire du travail en France, tout simplement. Parce qu'on a recalculé à la baisse le travail, l'activité professionnelle de toute une partie de la population. On a déjà parlé de la constance de la présence des femmes en France dans l'activité. Ensuite, bon, on voit à partir des années 60, effectivement, cette croissance de l'activité féminine qui est une réalité. Et en fait, ça va de pair avec un certain nombre de changements du travail, des emplois, des secteurs qui ont beaucoup varié évidemment au fil du siècle. Hein. Et en particulier, l'expansion du salariat. Les femmes se sont vraiment emparées du salariat, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment été de plus en plus salariées, c'est-à-dire qu'elles sortent de chez elles pour aller travailler. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment une réalité. Ensuite, les femmes ont été un peu aux avant-postes des changements sur le marché du travail. Par exemple, la tertiarisation, c'était beaucoup plus fort pour elles. Les emplois féminins se sont beaucoup plus vite tertiarisés que les emplois masculins. Elles ont beaucoup investi les bureaux, la santé, l'éducation, voilà. Enfin, la qualification le travail est devenu de plus en plus qualifié. Hein. On avait très peu de cadres au début du siècle. On en avait 8% en 82 et on en a 19% maintenant de cadres dans le marché du travail. Or, les femmes ont été de plus en plus qualifiées parce qu'elles ont eu accès à l'éducation et maintenant elles sont même plus diplômées que les hommes depuis pas mal de temps. Et du coup, elles ont accédé à des métiers plus qualifiés qu'elles ont largement investis, qui étaient très masculins à l'époque, et puis qui maintenant sont mixtes. Bon. Alors ceci dit, ça s'est pas fait, ça s'est fait à géométrie variable. Hein. On pourra peut-être de nouveau en parler. Enfin, il y a des spécificités féminines. Hein. Dans le travail des femmes, le travail à temps partiel, par exemple, est une spécificité. Ça a été créé pour elles, c'est elles qui ont vraiment été visées par ce type de travail, et que ça a contrecarré la tendance à l'homogénéisation des carrières et des trajectoires des hommes et des femmes. Donc, par exemple, presque 80% des emplois à temps partiel sont tenus par des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé depuis qu'il existe. Ensuite, peut-être quelque chose dont on peut parler au fil du siècle, si vous voulez, on a pensé que les guerres mettaient les femmes au travail. Ça, c'est quelque chose de faux. C'est-à-dire qu'on voit bien, évidemment, il manque, nous on s'est basé sur les recensements, il n'y a pas de recensement pendant les guerres mondiales. Mais on voit bien que juste après, effectivement, il y a une part des femmes qui a augmenté dans l'activité, parmi les emplois, mais on a un retour à la tendance assez vite, en 10 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire en 1921, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'en 1911, hein, on compare 1911, 1921, mais en 1930, on revient dans la tendance et ça ne change pas grand-chose finalement. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes n'ont pas été mises au travail par les guerres. Hein. Enfin, peut-être parler du fait qu'on a dans l'idée que les femmes sont gênées, s'arrêtent de travailler au moment de la maternité. Ça, on le voit dans les années 60, très nettement. Puis on le voit de moins en moins au fil des années 70, 80, 90. Et surtout, la surprise, c'est qu'avant, ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que les courbes de taux d'activité des femmes par âge étaient beaucoup plus linéaires. Donc cette espèce de parenthèse, cette espèce d'idée comme quoi les femmes s'arrêtent de travailler au moment de la maternité, c'est quelque chose, c'est une parenthèse. En moyenne, pas la tradition. C'est pas une tradition, voilà. D'abord, le chiffre du chômage, on le sait, il est très politique. Hein. C'est vraiment un des indicateurs majeurs de la question sociale en France. Le problème, c'est que les chiffres du chômage des femmes sont particulièrement fragiles, du fait qu'il y a toujours soupçon d'inactivité chez une femme. C'est-à-dire entre une femme au foyer et une chômeuse,
quelquefois, quelle est exactement, peut-on vraiment dire la différence, etc. Évidemment oui, mais disons qu'il y a toujours un doute qui plane un doute d'inactivité qui plane sur les chômeuses, par exemple. Donc il est intéressant et important de faire la part des choses dans tout cela. Alors, du fait que le chômage, c'est quand même une définition très restrictive et très codée, puisqu'elle est internationale, même avec la même définition, il y a des interprétations différentes chaque fois qu'on revoit l'enquête emploi, par exemple. Donc il est important maintenant, et on le sait, enfin l'INSEE d'ailleurs maintenant sort systématiquement ces chiffres-là, on ne peut plus se contenter du chômage. On est obligé de regarder les marges du chômage. Alors il y en a de plusieurs sortes, hein. Il y a d'une part ce qu'on appelle le halo du chômage, qui est les gens qui ne travaillent pas, qui voudraient travailler, mais qui ne correspondent pas à la définition très précise de ce que c'est un chômeur. Par exemple, ce sont des personnes qui ne sont pas disponibles pour prendre un emploi tout de suite, ou bien qui font des recherches d'emploi, mais pas exactement par rapport à la définition du chômage. C'est-à-dire, par exemple, si elles se contentent d'être inscrites à Pôle emploi, ça ne suffit pas pour être comptées comme chômeur faisant des recherches d'emploi. Donc ça, c'est le halo du chômage qui compte plutôt dans l'inactivité, qui bascule dans l'inactivité. Et puis du côté de l'emploi, il y a des tas de petits emplois, il y a des tas de gens qui sont par exemple à temps partiel, faute de mieux, et qui voudraient travailler plus. C'est ce qu'on appelle le sous-emploi. Alors, en tendance, depuis des décennies, les femmes avaient un chômage plus élevé que les hommes. Maintenant, depuis la crise de 2008-2009, les courbes se sont rejointes, c'est à peu près la même chose, et le chômage des hommes est même un petit peu inférieur, un petit peu supérieur à celui des femmes. Par contre, dans les marges du chômage, le sous-emploi est très féminin et le halo du chômage est féminin et de plus en plus féminin. Donc le problème, c'est que ça compte, parce que si on prend les chiffres de 2019, pour 2,5 millions de chômeurs à peu près, si vous ajoutez 1,6 million de halo du chômage et 1,5 million de sous-emploi, ça fait quand même 5,6 millions de personnes qui sont en précarité forte. Hein. Et donc on a 48% de femmes dans le chômage, mais on en a 56% dans le halo du chômage et 71% dans le sous-emploi. L'ensemble des secteurs a beaucoup évolué au fil du XXe siècle. Ce qui se passe, c'est que ça ne s'est pas passé au même rythme. Hein. Il y a une espèce de géométrie variable entre les hommes et les femmes. L'agriculture, le secteur agricole a beaucoup reculé. Il y a eu une industrialisation, puis à une baisse des emplois industriels qui sont plutôt en moyenne des emplois masculins, puis une tertiarisation surtout. La tertiarisation a surtout touché les femmes. Donc ce qu'on voit tout au long du siècle et encore maintenant, c'est à la fois un maintien de bastions, si vous voulez, masculins et féminins. Très peu de femmes sur les chantiers, très peu d'hommes dans les pouponnières ou dans l'aide aux personnes à faire le ménage ou autre. Hein. Et ça, c'est du côté féminin comme du côté masculin. Là, les permanences sont des deux côtés. Parmi les choses qui ont beaucoup changé, par contre, les subversions, elles sont plutôt du côté des métiers qualifiés. C'est-à-dire les femmes étant de plus en plus diplômées, qualifiées, elles ont investi très fortement certaines professions qualifiées. Et donc on voit de plus en plus de femmes médecins, dans les métiers de la justice, même ingénieurs, sans que ces professions se dévalorisent. Par contre, c'est comme s'il y avait, en revanche, c'est comme s'il y avait une redistribution un peu, dans la mesure où les femmes ne se mettent pas forcément exactement dans les mêmes secteurs et dans les mêmes spécialités, par exemple, que les hommes. Parmi les médecins, on va les trouver plus souvent salariés, on va les trouver plus pédiatres que chirurgiens, enfin, vous voyez. Et parmi les ingénieurs, c'est pareil, on va les trouver plutôt du côté de la biologie. Bon. Donc on a vraiment une forte augmentation, une forte mixité quand même de ces professions-là qui s'est produite tout au long du siècle. Pour autant, ça ne résout pas tout. Hein. Le plafond de verre est quand même quelque chose qui existe toujours. Elles ne font pas les mêmes carrières, elles n'ont pas, à toutes choses égales par ailleurs, en moyenne, les mêmes salaires. Donc il y a encore des choses... voilà. Ceci dit, les lignes de partage ont beaucoup bougé.
même si, encore une fois, on a, surtout du côté des métiers les moins qualifiés, des bastions vraiment féminins et masculins qui subsistent très fortement. On ne peut pas dire qu'il y a une spécificité française. En revanche, on peut dire que les mouvements, les grandes mutations sociales, sociologiques qui ont affecté le monde du travail et qui ont affecté le poids des hommes et des femmes, la part des hommes et des femmes, la place des hommes et des femmes dans le monde du travail, ces grandes tendances ont été peut-être plus marquées et un certain nombre de phénomènes ont été plus rapides en France que chez d'autres de nos voisins européens. D'une part, le mouvement de féminisation du monde du travail, de féminisation du salariat, il a été plus rapide et plus prononcé en France que dans beaucoup d'autres pays, sauf peut-être les pays scandinaves. Par ailleurs, ce mouvement vers une continuité de la vie professionnelle des femmes, c'est-à-dire que la majorité des femmes en France aujourd'hui et depuis plusieurs décennies ne s'arrêtent plus de travailler lorsqu'elles ont des enfants, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus marqué en France qu'ailleurs et qui n'existe pas de la même façon du tout en Allemagne par exemple. Autre particularité française, quand même, cette lame de fond, cette féminisation du monde du travail qui a démarré dans les années 60, à peu près partout en Europe, mais peut-être un peu plus tôt en France, elle s'est faite au départ en France à temps plein. À la différence de ce qui s'est passé en Allemagne, de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, de ce qui s'est passé dans d'autres pays. En d'autres termes, ce n'est pas le travail à temps partiel qui a permis le mouvement de féminisation du marché du travail. Il a démarré dans les années 60 à temps plein. Et le travail à temps partiel en France est arrivé dans les années 80 sous l'impulsion de politiques publiques fortement incitatrices qui ont rendu l'embauche à temps partiel moins chère en termes de charges sociales que l'embauche à temps plein. Donc, et ce jusqu'au début des années 2000. Donc le travail à temps partiel vraiment a été une création des politiques publiques et c'est une des caractéristiques de cette croissance de la population active féminine depuis les années 60 à la française. Ça s'est fait au départ à temps partiel. Et en dépit des crises. En dépit des crises. Et alors en dépit des crises, ça a continué. Monique a raison. C'est autre chose tout à fait remarquable, la féminisation du salariat qui a démarré dans les années 60 a commencé au temps des 30 Glorieuses et a continué après les chocs pétroliers, après les différentes crises de l'emploi que nous avons connues. Et c'est vrai que tout le monde disait ça va s'arrêter un jour. Ben non, ça ne s'est pas arrêté et la féminisation du monde du travail, elle continue aujourd'hui. On est à 48, les femmes représentent 48,4% de la population active et ça augmente chaque année un petit peu. Donc c'est quelque chose, c'est une lame de fond qui continue, qui traverse les époques. Alors, lame de fond, on n'a pas dit grand-chose du travail des hommes, mais c'est intéressant de comparer parce que pendant que depuis les années 60, le travail des femmes augmentait, celui des hommes stagnait. Et donc, si vous voulez, il y a eu depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on a assisté du côté des femmes à une sorte de lame de fond et du côté des hommes à un petit clapotis. Ce qui veut dire que l'essentiel du renouvellement des forces de travail dans notre pays, on le doit aux femmes.